Tous acteurs pour une alimentation durable, c'est le sujet du jour de notre émission Débat d'idées. Notre santé est dans notre assiette, on est tous d'accord, mais alors concrètement, que puis-je faire individuellement pour agir? Y a-t-il une fatalité à la malbouffe? Et puis, peut-on nourrir 60 millions de Français avec des filières d'approvisionnement alternatives? Eh bien, pour en débattre aujourd'hui, deux experts. Jean-Guillaume Péladan, vous êtes gérant du fonds Éco-Solutions chez Sycomore. Bonjour Jean-Guillaume. Bonjour. Et puis Nicolas Chaban. Nicolas, vous êtes le fondateur de la marque C'est qui le patron, une marque qui grimpe et qui est en train de tailler des croupières aux grandes marques commerciales. Alors sur cette question, tous acteurs pour une alimentation durable, j'ai l'impression, Nicolas, que vous avez tranché et que vous dites oui, on peut faire quelque chose concrètement, chacun individuellement. Voilà, au-delà de nous, parce que la question ne se pose plus au niveau d'un seul individu, maintenant tout devient collectif. Il y a une réponse claire, on l'a vu avec cette brique de lait. Alors rappelez-nous concrètement, cette brique de lait, elle sort d'où? Vous êtes producteur de lait, vous intervenez comment sur la filière? Non, moi je suis consommateur à la base, comme tout le monde. Et il faut se rappeler ça, ça aide à tellement comprendre mieux le monde autour de nous, notamment dans le monde agroalimentaire. Se rappeler qu'on est consommateur, c'est une clé à mon avis pour la suite. Mais on est un groupe de consommateurs qui, ne souhaitant plus finalement, en achetant son lait, participer à un système qui détruisait de la valeur côté producteur, parce qu'on sait qu'il y a une crise agricole absolument insupportable. On s'est dit, on va créer un lait où on est certain que le prix payé au producteur est un juste prix qui l'aide à faire son métier et qui lui permet de vivre. Voilà comment est né C'est qui le patron, avec un principe un peu original de prix qui s'est créé en fonction de critères qui avaient une influence directe sur le prix. Voilà comment ça s'est un peu renversé au niveau du modèle. Ce sont les consommateurs qui disent combien ils sont prêts à payer le litre de lait, combien ils souhaitent que le producteur soit rémunéré, la qualité qu'ils souhaitent obtenir, c'est ça? Oui, petite précision, ce n'est pas eux qui décident de la rémunération du producteur. Le producteur dit, si vous voulez qu'on puisse marquer cette phrase qui est importante pour les consommateurs, il faut que j'ai au moins 39 centimes par litre. Et on a demandé, est-ce que vous êtes prêts à ce que ce critère entre dans la construction du cahier des charges? C'est comme ça que ça s'est fait. Donc on est dans une négociation et plus dans ce rapport de force qu'on a souvent avec la grande distribution qui dit « moi je suis prêt à acheter votre litre, par exemple 20 centimes, et puis si vous n'êtes pas content, on ne fait rien, et puis voilà ». Voilà, c'est un échange entre le producteur et le consommateur. On a quand même plus un échange qu'une négociation. Les gens se parlent. Un producteur explique qu'à un prix donné, il vit de son métier et bonus, quand il est bien rémunéré, il peut faire une qualité au niveau du lait. Donc c'est gagnant-gagnant. C'est qui le patron? Ça a commencé avec du lait et puis ça a été décliné. Je vois que vous avez d'autres produits. Voilà, après le jus de pomme, pareil, les producteurs de pommes nous ont dit qu'il nous manque 9 centimes par litre pour vivre. Ils arrachaient leurs arbres. Nous, consommateurs, on s'est rendu compte de ça. On a rajouté, après un vote, les 9 centimes. Et il y a un jus de pomme équitable, en plus de qualité, qui a vu le jour. Et maintenant, 13 produits. Là, les derniers sont là. Les pâtes, faites avec du blé fabriqué, cultivé en France. Et les œufs, qui ont quasiment le même succès, les œufs, que le lait. Alors, Nicolas, un chiffre ou deux, C'est qui le patron? Ça existe depuis combien de temps? Et puis, est-ce qu'on peut dire sur le lait, par exemple, je crois que c'est le premier produit, le nombre de litres qui ont été vendus? Alors, ça fait 18 mois que l'initiative a été lancée. Et le lait, c'est... alors, on rêvait de 5-7 millions de litres de lait pour aider les premiers producteurs. Et la très grande surprise, c'est d'avoir vendu 50 millions de litres. Donc, on est dans tout à fait autre chose que même des prévisions. Et récemment, la presse nous a signalé que c'était le produit nouveau le plus vendu de l'histoire de l'agroalimentaire. Alors, ce n'est pas juste pour le chiffre qu'on dit ça, c'est pour montrer que sans commerciaux, sans pub, des consommateurs, sur la base du bon sens et de la solidarité, ils peuvent faire un produit qui est un immense succès. C'est plus le règne absolu et unique du prix le plus bas qui a tendance à dégrader la qualité et à évidemment la qualité du produit, nuire aux petits de la producteurs. Consommation et puis du producteur. Donc on est réellement dans une logique, comme on dit, un peu citoyenne. C'est ça. Jean-Guillaume Péladan, vous êtes gérant d'actifs, vous investissez l'argent dans des sociétés cotées. L'initiative de C'est qui le patron, on voit bien que ça permet d'établir un vrai dialogue entre les consommateurs et les producteurs. C'est, entre guillemets, on va aller vite, c'est sympathique, mais est-ce que c'est transposable au niveau industriel? Est-ce qu'on peut nourrir 60 millions de Français avec des démarches qui sont bien, mais on a le sentiment qu'elles sont un petit peu artisanales? Alors, ce qui est intéressant d'observer, c'est un changement de paradigme à l'œuvre. Et pour un investisseur, ce qui est essentiel, c'est de comprendre dans quelle entreprise
il investit, et notamment si le business model, le modèle économique dans lequel il investit, il place l'argent de ses clients, va être pérenne. Ce que l'on voit avec l'initiative fulgurante de la marque du consommateur, c'est que on peut avoir très rapidement quelque chose qui change dans le comportement des clients qu'on n'avait pas du tout prévu, et à une vitesse qui est redoutable. Aujourd'hui, on est dans une société qui se déconstruit en termes d'information et où les consommateurs peuvent reprendre le pouvoir. Et là, les choses peuvent aller très vite parce qu'aujourd'hui, il y a une montée en puissance du refus du dumping environnemental et du dumping sociétal. Alors, c'est clair. Mais vous, Jean-Guillaume, vous investissez dans des entreprises cotées en bourse, qui sont plutôt des grands groupes agro-industriels. Est-ce que eux, ces grands groupes, ces grands noms, ces Danone, on les connaît, est-ce qu'ils arrivent à faire leur mue? Alors, oui, certains depuis très longtemps, d'autres moins. Et donc, c'est ça qui est intéressant de regarder. Aujourd'hui, si je prends l'exemple concret du fonds que je gère, Sycomore Éco-Solutions, donc qui est orienté sur les solutions écologiques, qui vont être là encore, demain et après-demain, au fur et à mesure que la transition écologique avance. Aujourd'hui, les entreprises éligibles du domaine de l'agroalimentaire sont des spécialistes du légume ou du bio. Donc on va trouver du Bonduelle, on va trouver du Vesanen qui est le leader européen du bio, qui fait les marques Björk, Bonne Terre, etc., que certains consommateurs connaissent. Le bio, c'est un très très bon exemple d'un changement de paradigme qui s'accélère. Il y a 20 ans, c'était complètement anecdotique. Ça faisait rigoler tout le monde. Aujourd'hui, c'est très sérieux. Ce sont des taux de croissance qui sont 3 fois supérieurs à celui de l'agroalimentaire pour des pénétrations de marché qui sont encore entre 1 et 10% en Europe. Donc pour les gros acteurs, il y a un véritable enjeu et ils ont intérêt à faire les efforts pour se mettre à niveau. C'est ça le message. Typiquement, le rachat de White Wave par Danone, il y a un peu plus d'1 an, est très illustratif de ce mouvement. Jean-Guillaume, dans le fonds que vous gérez, le Sycomore Éco-Solutions, vous n'investissez pas exclusivement dans des entreprises de l'agroalimentaire. Vous, un de vos filtres, c'est l'empreinte écologique. Dans l'agroalimentaire, comment ça se mesure? Qu'est-ce qu'on regarde? Alors, de manière générale, dans l'investissement, la nouvelle question qui se pose aujourd'hui, qui est émergente, c'est est-ce que finalement cette entreprise est verte ou pas verte? Et donc, pour le sujet de l'alimentation, on regarde les 3 principaux impacts environnementaux, que sont 1, le climat, les gaz à effet de serre, 2, la biodiversité. Donc, bien sûr, l'agriculture biologique aura un impact nettement moindre que l'agriculture conventionnelle qui utilise des pesticides. Et puis l'eau, bien sûr, sachant que le secteur agricole, y compris l'élevage, est le premier consommateur d'eau douce dans le monde, avec 70% de l'eau consommée par l'humanité qui va vers l'agriculture. Sur cet aspect environnemental, Nicolas Chabanne, on a parlé effectivement du choix des consommateurs, des rémunérations pour les producteurs. On a moins parlé de la qualité des produits. Ça se passe comment? Est-ce que vous veillez, vous surveillez la qualité du produit, ou est-ce qu'on est sur la bonne foi du producteur qui vous dit bah voilà, j'ai fait de mon mieux et vous allez voir, le lait est bon? Non, il y a du contrôle. Alors, ce que vous disiez est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même la finance, les grands groupes ont compris une chose, c'est que les arguments environnementaux, équité, qualité, ce sont de vrais arguments de vente. La qualité l'était déjà, mais l'impact environnemental s'est apparu plus récemment. Donc ça, un produit qui a une jolie histoire, ça se vend mieux. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est le fameux storytelling. Voilà, une jolie histoire dans le sens de la réalité de ce qu'elle est. Crédible. Maintenant, pour aller contrôler, sur le lait, il n'y a pas eu simplement l'équité. Les consommateurs que nous sommes, on a collectivement choisi pas d'OGM dans l'alimentation, des forages locaux, donc on réduit l'impact carbone, de la luzerne, du trèfle pour qu'il y ait un lait de meilleure qualité. Donc on voit que quand le consommateur reprend le volant, ce n'est pas uniquement sur la dimension d'équité, c'est sur le profil global du produit. Donc il y a un cahier des charges. Il y a un cahier des charges, évidemment, qui est issu des votes. Et récemment, c'est un grand virage aussi pour l'initiative, les consommateurs, puisque c'est un collège de consommateurs qui décide de tout. Ce n'est pas nous, à notre niveau, qui décidons pour tout le monde. On décidé d'aller faire du contrôle chez les fabricants, chez les éleveurs. Vous voyez, vous avez des œufs ici. Je ne sais pas si c'est là, cette caméra qu'il faut montrer. Vous avez des œufs, c'est qui le patron, rémunérateur pour le producteur, mais il y a un cahier des charges ici, là, qui est signalé. Eh bien, les consommateurs ont décidé d'aller eux-mêmes chez l'éleveur, avec le cahier des charges en main, pour vérifier que chaque point était vrai. Et notamment, est-ce que vous gagnez mieux votre vie
Est-ce que ce qu'on nous dit ici est une réalité? Est-ce qu'il y a un impact pour vous? Et donc ce contrôle des consommateurs bienveillant, il se rajoute à des contrôles officiels. Bureau Veritas le fait pour nous. Mais on voit que finalement, il y a une reprise en main globale par le consommateur et pas simplement au moment où il arrive avec le caddie dans le rayon. Et il y a aussi en amont et en aval que ça peut se faire. On le rappelle, Nicolas Chaban, derrière C'est qui le patron, qui est une marque, il y a une société, la marque du consommateur qui est une société coopérative. Voilà, vous avez deux structures. Une structure qui fait la commercialisation, qui elle est une société dite traditionnelle, et puis la patronne qui coordonne, c'est la coopérative, où là chaque produit est voté, décidé, on décide d'orienter des ressources vers du contrôle, de la pédagogie dans les écoles, etc., etc. Vraiment, le moteur, c'est la coopérative. On peut tous devenir actionnaires pour 1 euro. L'idée, c'est qu'on ne soit pas plus, nous, décideurs, que les sociétaires consommateurs qui viennent dans l'histoire. Et on pense que l'avenir sera plutôt fait d'un nous global que d'un jeu recentré sur soi, comme les marques l'ont fait depuis des années. C'est ça, sur la marque du consommateur, on est sur un esprit coopératif avec de la transparence et de l'implication. Et du contrôle, et beaucoup de contrôle. Et du contrôle. Et donc, on peut devenir actionnaire, sociétaire pour 1 euro, c'est ça? Oui, ça c'était important, de ne pas faire une marque, c'était notre volonté, qui soit la marque d'une start-up, fait de gens qui font un peu de marketing au nom de tous les autres. Ouais. Si ça s'appelle la marque du consommateur, il faut que ce soit réellement la marque des consommateurs qui peuvent, en devenant sociétaires, avoir accès aux comptes, aux décisions. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs, en ayant fait la construction de l'histoire comme ça, eh bien naturellement les gens se sont impliqués au-delà de nous. Il y a des gens qui vont en rayon, d'ailleurs j'ai une pensée tous les jours pour eux, on pense souvent à eux, pour aller voir les directeurs de magasins, leur demander de mettre le produit ou de le mettre à une place peut-être plus visible. Ils contrôlent que le prix ne soit pas trop par rapport à ce qui a été décidé. Donc il y a une implication des consommateurs qui fait de cette petite histoire de départ, je vous en veux un peu quand vous parlez d'artisanat, c'est un artisanat, je dirais, qui grossit. De façade, mais les consommateurs ont créé une dynamique qui fait, encore une fois, que ce lait est plus vendu que tous les produits créés par les grandes marques. Donc, avec du bon sens, des valeurs, de la vérité, on est capable de faire des belles histoires aussi économiques. Jean-Guillaume Péladan, c'est vrai qu'on a une belle histoire avec une initiative pleine de bon sens, puis une adhésion des consommateurs citoyens. Quand on parle des entreprises plus industrielles, cotées en bourse, est-ce que celles qui font le choix d'avoir une démarche vertueuse, avec une responsabilité écologique, est-ce que ça se traduit au niveau de leurs résultats, puis est-ce que ça se traduit concrètement en termes de parcours boursier? Alors, sur le long terme, bien sûr. Lorsqu'on a une stratégie qui a bien compris la transformation en cours et qui va décider d'essayer d'être le premier, ça marche. L'exemple, c'est Vesanen, dont je parlais tout à l'heure. Vesanen, vous nous rappelez? Donc Vesanen, c'est aujourd'hui le leader européen du bio. C'est une entreprise généraliste, en fait, qui a fait un virage stratégique en 2008 et qui s'est repositionné sur l'alimentation bonne pour l'homme, pour sa santé et pour la planète. Et donc, avec une gamme qui s'est complètement transformée. Aujourd'hui, c'est plus de 70% du chiffre d'affaires qui est labellisé bio. Et donc, avec des marques comme Jerk, je ne sais pas si je le prononce bien, les soja et compagnie, qui est vendu. Typiquement, en 3 ans et demi, le cours de bourse est passé de 5 € à 15 € l'action. Et ça, vous l'attribuez aux performances économiques de l'entreprise qui elles-mêmes sont liées à ces choix politiques, stratégiques, d'aller clairement... Vous allez comprendre tout de suite, on est en Europe sur un marché de l'agroalimentaire qui est avec croissance faible, parce que le seul moyen de le faire grossir, c'est que les gens mangent plus, ils deviennent plus gros. Ouais, ça y est, on est déjà saturé. Voilà, à repousser les limites de l'estomac. Et donc, le seul segment en croissance, en fait, depuis une quinzaine d'années, c'est la part bio, qui, elle, va avoir un taux de croissance, ça dépend des pays, entre 6% et 20%, alors que le reste va croître à 2% péniblement. Et la part équitable maintenant, on l'a vu avec un ensemble d'informations, le marché équitable, Nord-Nord, il y avait le Nord-Sud, est en train d'exploser parce qu'évidemment, c'est dans la même lignée de donner du sens à son achat. Où va mon argent? À quel monde il sert finalement quand j'ai payé un produit? Qu'est-ce qui se passe derrière?
Nicolas Chaban, quand je vois vos produits, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension combat diététique, je veux des produits de qualité, et puis j'ai l'impression qu'il y a un engagement citoyen. J'ai envie de traçabilité, j'ai envie que tout le monde soit correctement traité, moi en tant qu'acheteur, en tant que consommateur pour ma nourriture, mais aussi à l'autre bout, la personne qui produit. J'ai l'impression que au-delà de l'environnemental, il y a aussi une question citoyenne. Ah, mais c'est principal, hein, puisqu'on le voit, c'est marqué dessus. C'est parti d'un constat simple. Nous, on s'est rassemblés et on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire. Ce qui est apparu en priorité du côté des consommateurs, on ne veut plus que notre argent serve à alimenter un système, parlons du lait, qui à l'autre bout, avec notre argent, fait qu'un petit producteur est dans les pires difficultés et ne vit pas de son métier. On ne peut pas être caution involontaire de ça. Donc, où va notre argent, à quoi il sert? Acheter, c'est un vrai vote, c'est-à-dire qu'on peut façonner chaque jour un petit bout du monde qui nous entoure, si on oriente plutôt vers des produits, comme vous le disiez, environnementaux. Chaque geste, mais l'acte d'achat, c'est tellement plus fort que l'acte de vote lors d'une élection, parce que c'est chaque jour qu'on peut, au-delà de montrer des choses et faire passer des messages, avoir des orientations claires. Si on décide que ce produit devient leader, ce qui est en train de se passer dans les rayons, eh bien le marché bouge. Une loi a été créée parce que les consommateurs ont créé et inversé le rapport de la construction du prix. Récemment, la loi alimentation, l'Élysée dit que c'est inspiré de c'est qui le patron. Donc on voit que de simples consommateurs peuvent avoir une influence bien plus importante qu'à leur simple niveau, grâce à Facebook, Twitter, les réseaux sociaux. Des relais sociaux. Mais effectivement, on dit on vote en achetant, en consommant. On fait un choix qui n'est pas neutre. Jean-Guillaume, en écoutant Nicolas Chaban, je me pose la question, et vous devez être confronté à ça, et vous devez essayer de les dépister quand même. Parmi ces groupes agroalimentaires qui font une mutation pour aller vers de l'environnemental, une empreinte écologique maîtrisée, est-ce qu'il n'y a pas parfois, chez certains, de l'effet d'annonce? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de greenwashing? Bien sûr, et ça fait longtemps. Il y a de l'éthique washing, il y a du greenwashing dans tous les secteurs d'ailleurs. Et du discours. Du discours qui n'est pas avéré, d'où la défiance en fait que des citoyens mais aussi des investisseurs. Vous en tant qu'investisseur, concrètement, vous faites quoi? Vous faites des visites d'usines. Tout à l'heure, Nicolas Chaban nous parlait de consommateurs, d'adhérents. On peut vous aider d'ailleurs, si vous voulez. Qui allaient voir des producteurs. Nous, vous faites la même chose? Nous, chez Sycomore, on fait des visites de sites, on fait des visites d'usines, bien sûr. D'accord. Parce que c'est là que ça se passe. On rencontre les dirigeants et surtout, on va se baser beaucoup sur l'énorme documentation qu'il existe sur l'empreinte environnementale, par exemple, des aliments. Parce qu'aujourd'hui, il y a des bases de données entières basées sur des analyses de cycle de vie qui vous dit que le contenu CO2, par exemple, enfin gaz à effet de serre en équivalent CO2 d'un kilo de bœuf, il est 100 fois plus élevé qu'un kilo de protéines végétales. Et il y a un facteur 10 entre le bœuf et la volaille, par exemple, en termes de contenu de gaz à effet de serre. Beaucoup de données de tierces parties publiques, des visites de sites et aussi on utilise beaucoup des experts sur sectoriels. Des experts indépendants. Les experts sont bien, mais il y a encore plus simple qu'un expert, c'est de demander au consommateur directement. Ouais. Parce que franchement, on est tous porteurs d'un quelque chose de commun, c'est le bon sens. Et généralement, c'est un profil qui permet d'ailleurs à des investisseurs aussi d'orienter des investissements. Je crois que la posture, pour dire un petit mot là-dessus, du directeur de marketing qui décidait à la place de tous, du directeur de magasin qui décidait à la place de tous ses consommateurs, c'est fini. Il reste une petite famille de gens un peu accrochés à cette idée. Alors, nous, on leur dit que c'est un glissement de terrain ce qui se passe. Le monde bouge. Vous pouvez vous accrocher à n'importe quelle branche. Quand tout bouge, vous partez avec le glissement de terrain. Ça, c'est une nouvelle réalité. C'est fini. Il faut arrêter quand on est dans un groupe, chez une marque ou chez un distributeur, de penser seul. Il faut humblement se dire que le monde a bougé et qu'il faut se mettre à l'écoute des gens qui viennent acheter un produit. Jean-Guillaume, on parlait des entreprises qui sont plus ou moins vertueuses, celles qui font du greenwashing. Est-ce qu'on peut donner un exemple d'entreprise entre guillemets vertueuse qui joue le jeu, et puis est-ce qu'on peut décerner, peut-être pas un bonnet d'âne, mais une entreprise dont on se dit ouais bon c'est bien, mais peut mieux faire? C'est assez facile sur le côté... D'abord, une entreprise dont vous jugez que les pratiques vont dans le bon sens. Je vous ai parlé de Vessanen, il y a aussi Bonduel, c'est vraiment, je dirais, des entreprises qui sont positionnées sur l'aliment à faible empreinte environnementale et avec des pratiques
que ce soit en termes de gestion du capital humain, en interne et gestion de la filière de fournisseurs, avec des contrats long terme, peut-être pas aussi longs que ce que vous faites avec des durées de 5 ans, mais des durées déjà de 2-3 ans. Donc ça évite d'être en permanence sur une négociation. Ça donne de la visibilité sur son volume au producteur qui peut tout simplement investir et gérer son entreprise avec un terme qui n'est pas celui du mois ou de l'année. Au lieu d'être en permanence sur la brèche avec quelqu'un qui va vouloir tirer le prix. Donc voilà, après sur les Donc ça, Bon Duel, c'est la bonne pratique, c'est ce qu'on aime. Ça va dans le bon sens. Et un contre-exemple, une entreprise, on va peut-être pas parler de bonne et d'âne, mais une entreprise, on se dit, il y a encore un peu de travail. Après, c'est assez facile, dès que vous allez du côté des États-Unis, par exemple, Costco, qui est un grand distributeur américain, a été pointé par un collectif d'investisseurs que l'on aime bien, auquel on a adhéré, qui s'occupe de faire croître la prise de conscience et la capacité d'analyse des investisseurs sur la conséquence de l'élevage animal et du poids environnemental et aussi pour la santé humaine de la protéine animale. Et dans cette étude, une entreprise qui sort effectivement assez écornée, c'est le distributeur Costco, qui est un gros distributeur américain, avec en gros quasiment aucun éveil aux conséquences à la fois sociales et environnementales de l'approvisionnement en protéines animales. On est dans le schéma que décrivait Nicolas, à savoir un petit groupe de gars dans leur bureau qui décident de leur filière d'approvisionnement en disant ça ira bien aux consommateurs, circuler, il n'y a rien à voir. En faisant parfois des produits qu'ils n'achètent pas eux-mêmes. En faisant parfois des produits. On fait souvent, nous, le test côté fruits et légumes, des produits bourrés de pesticides, des copains d'enfance. Même une fois, je lui dis, mais tu achètes, toi, pour tes enfants, ces produits? Ah non, bien sûr. Ça, c'est une schizophrénie dont il faut sortir. Il nous reste quelques minutes. C'est qui le patron? On a du lait, on a du jus de pomme, on a des pâtes, on a des œufs. What next? Tout produit, déjà, de base, qui permet à un producteur de mieux vivre, sera proposé pour donner une chance en alimentaire. Là. Mais après, effectivement, on a d'autres pays qui sollicitent la démarche, d'autres secteurs comme le non-alimentaire, parce qu'en réalité, comme vous le disiez, c'est un changement de paradigme complet. Plutôt que de faire un produit seul dans son coin, quelques-uns, et d'espérer que des consommateurs l'achèteront, si on renverse de la sorte, il peut y avoir demain des services, des produits non alimentaires, qui vont tenir compte en amont des critères proposés à des consommateurs, qui seront au final ceux qui achèteront. Ça peut changer pas mal de choses sur différents secteurs. Et bien au-delà d'ailleurs de C'est qui le patron, on espère qu'il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui vont voir le jour. Donc on est encore au début de l'aventure. Il y en a encore beaucoup devant. On passe à la séquence coup de gueule, coup de cœur. Est-ce que chacun, vous avez un coup de gueule, un coup de cœur, une initiative, une entreprise, quelque chose que vous avez vu, que vous souhaitez soutenir, ou au contraire que vous voulez, entre guillemets, dénoncer? Je vous laisse. Jean-Guillaume. Alors, deux coups de cœur, je vous ai parlé de l'initiative FAIR, donc qui est un collectif d'investisseurs, plutôt anglo-saxon, que l'on a rejoint récemment. C'est juste une illustration qu'en étant au début peu nombreux à se rassembler sur un sujet qui fait du sens pour nous, on peut faire bouger les lignes. Ce qu'ils produisent est de très bonne qualité. On espère qu'ils vont servir une cause qui pour nous a beaucoup d'importance. Lorsqu'on voit dans la finance aujourd'hui des sujets environnementaux, sociétaux commencent à pénétrer avec dans ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable, on voit des bonnes choses. Ça, c'est mon deuxième coup de cœur, c'est le label Tech. Il existe un label transition écologique et énergétique pour le climat, qui est un label d'État qui a été lancé par le gouvernement français après la COP21. Et qui aujourd'hui est le seul label en gros sur le marché qui garantit un impact environnemental positif. Dans ce label, il y a une rubrique positive d'écoactivité pour l'alimentation biologique et c'est le seul qui propose ça. Donc ça c'est un vrai coup de cœur parce qu'aujourd'hui il est complètement méconnu, mais il va dans le bon sens. Après le coup de gueule, c'est que globalement, je dirais le milieu de l'investissement commence à prendre en compte des impacts environnementaux, surtout sur des gros sujets un peu médiatiques comme l'énergie, et que globalement, l'empreinte écologique et d'ailleurs sociale de l'alimentation est un sujet qui est pas assez traité et analysé, alors qu'il y a des enjeux considérables en termes de rééquilibrage. Nicolas, coup de cœur, coup de gueule? Coup de gueule, c'est un coup de gueule qu'on nous a demandé de passer, on l'a fait dernièrement.
Cette brique, c'est beaucoup d'aide pour les producteurs. C'est le produit le plus vendu depuis 30 ans en tant que nouvelle marque. Et pourtant, il y a des magasins qui ne l'ont pas. Alors, ça paraît fou quand on est à l'origine de l'histoire de le dire. Mais moi, j'ai des producteurs tous les jours au téléphone qui sont dans une détresse incroyable. J'aimerais comprendre pourquoi un chef de rayon, et les consommateurs me demandent de relayer cette question, alors que le produit est des producteurs et que c'est un immense succès. C'est-à-dire qu'un magasin, au départ, il est fait pour vendre un produit qui répond à des attentes. Est-ce qu'il gagne autant le distributeur? Absolument, la marge est la même. Donc il y a un mystère, celui de quelques-uns qui, encore une fois, au nom de tous, décident de ne pas mettre un produit très acheté, qui est un succès, qui répond aux attentes du consommateur et qui aide les producteurs. Après, pour le côté positif, les consommateurs, franchement, parce que l'histoire n'aurait jamais été ce qu'elle est aujourd'hui sans le fait que chacun, à son niveau, par un relais, une visite en magasin, un message, un transfert d'informations vers quelqu'un d'autre, ce bouche à oreille, ça a été un succès fou pour la démarche. Et on veut clairement dire et redire que c'est un succès collectif. On a été une étincelle au départ, mais l'ampleur que ça a pris est évidemment le résultat du soutien de beaucoup de gens et notamment des consommateurs partout en France. Merci, les débats d'idées, c'est terminé pour aujourd'hui. Tous acteurs pour une alimentation durable. Jean-Guillaume, merci. Nicolas, merci. Et j'espère à très bientôt de nouveau sur ce plateau. Merci. Merci.